L'agrobusiness, c'est un problème d'escroquerie par un certain nombre de personnes qui sont d'ailleurs, qui font l'objet de poursuites. Des mandats d'arrêt internationaux ont été émis et les remboursements ont commencé aujourd'hui. Il faut protéger les Ivoiriens contre de telles pratiques et c'est cela notre rôle et nous l'avons engagé. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'était véritablement un business qui a été mis en place pour l'émergence, comme on parle de l'émergence de la Côte d'Ivoire d'ici l'an 2020, est-ce que c'est un business qui a été mis en place pour l'émergence des Ivoiriens d'ici 2020 et pour que ça tourne aujourd'hui au vinaigre? Au départ, venant de personnes assez crédibles que je connais, qui travaillent dans des institutions internationales ici et ailleurs, c'est que mon EVA, pour ne parler que de cette compagnie, semblait donner une certaine bouffée d'oxygène aux Ivoiriens. Donc c'est ce que j'entendais. Et puis donc quand le gouvernement a décidé de fermer les compagnies, donc je me suis intéressé davantage au sujet, au projet, et donc j'ai essayé de parler avec les uns et les autres. Ceux qui disaient des choses négatives, ceux qui disaient des choses positives. Et donc je me suis rendu compte que jusqu'au mois d'octobre 2016, il n'y avait pas un seul individu, je dis bien un seul individu, un seul Ivoirien, qui ait mis son argent dans le secteur d'agrobusiness, particulièrement dans moneva.com, et qui se soit plaint d'avoir été grugé. Donc c'est quand le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé donc de de geler les comptes de ces compagnies, que moneva.com a commencé à avoir des difficultés de trésorerie. Mais sur la base de quoi? Je vais parler de cela dans quelques minutes. C'est à partir de ce moment qu'il a commencé à avoir un certain nombre de difficultés. Donc on a entendu que c'était un système pyramidal, j'ai entendu que c'était le Ponzi scheme. Et donc quand je me suis intéressé, je me suis rendu compte qu'effectivement, mon EVA a créé quand même une certaine confiance chez les Ivoiriens, au point que les Ivoiriens, qui ont été désabusés et trahis par les maisons de placement depuis qu'on a connu en Côte d'Ivoire, ils ont eu confiance en la possibilité de voir des gens qui pouvaient respecter leurs paroles un tant soit peu. Donc ils ont fait confiance et ils ont donné de leur argent. Alors quand je me suis renseigné, je me suis rendu compte que on ne peut pas dire comme ça que c'était un système pyramidal, dans la mesure où il existait quelques plantations. Je ne sais pas le nombre exact des plantations. Il existait des plantations. Je connais des gens dont les plantations étaient exploitées par certaines structures de l'agrobusiness. Et je connais des gens qui ont eu quelques plantations avec le secteur de l'agrobusiness. Et j'ai entendu, selon mon enquête, qu'il y avait des gens qui, à un moment donné, ont pu bénéficier de cela. Mais alors, docteur, est-ce que pour une compagnie, pour un business qui vient de se mettre en place, ce n'était pas une manière d'appâter non, le problème, c'est-à-dire que, comme je dis, s'il y a peut-être, disons, avant octobre, si mon EVA n'était pas en train de respecter sa parole, on ne serait pas là en train d'avoir cette conversation. Je dis que c'est quand les banques ont commencé à se plaindre et que l'État de Côte d'Ivoire a décidé donc que les gens, qu'il fallait créer un certain cadre pour réduire le fonctionnement des structures d'agrobusiness, c'est à partir de ce moment-là que mon EVA a commencé à avoir des difficultés. Beaucoup de personnes ont jugé le cas d'agrobusiness comme étant le cas de Madoff ici aux États-Unis. Parce qu'on savait par exemple que Madoff utilisait l'argent de ceux qui venaient d'arriver pour rembourser ceux qui étaient là avant. Est-ce que ce n'était pas un cas pareil en Côte d'Ivoire au niveau de l'agrobusiness? Madoff a commencé à avoir des problèmes quand il n'a pas été capable de payer des gens. Or, dans le secteur de mon EVA, jusque-là, ils ont dit que jusqu'à juillet 2017, ils étaient capables de payer les gens. Donc, ce n'est pas la même chose. Madoff, il y a eu une crise ici. Madoff, on a vu que le gars, il était, je ne sais pas quel est le mot, bankrupt. Et donc, il ne pouvait pas payer. C'est comme ça que c'est devenu un scandale. Tant qu'il pouvait payer, il n'y avait pas de souci. Maintenant, sur cette question de qu'on prend l'argent pour payer les autres, ben, si toutes les grandes compagnies que nous avons, si Nestlé ne doit se contenter que du même nombre de clients, mais Nestlé ne peut pas prospérer. Si la compagnie Giant que nous avons ici, s'ils n'ont pas de nouveaux clients de façon régulière,
Jaja ne peut pas fonctionner. Donc, pour moi, ce n'est pas un argument qui tient. Donc, c'est une mauvaise gestion, en fait, des responsables de l'agrobusiness. Non, je ne dis pas que c'est eux qui ont mal géré, c'est l'État qui a mal géré la situation. C'est l'État qui a mal géré la situation. S'il y avait un problème, il fallait séparer le bon grain de l'ivraie. Il fallait essayer de voir ceux qui effectivement utilisaient ce secteur-là pour pouvoir certainement aller essayer de régler ce problème pour ne pas qu'on puisse mettre tout le monde dans un même panier. C'est de ça qu'il s'agit. Les Ivoiriens qui travaillent, qui travaillent dans les institutions, et qui font partie de ce qu'on appelle la classe moyenne aux États-Unis. Il y en a qui travaillent aux Nations Unies, ceux qui travaillent dans les banques du Canada. Ces personnes, elles ne sont pas idiotes. Il y en a qui ont mis de l'argent dans ce secteur et qui connaissent des gens qui ont mis de l'argent dans ce secteur et qui ont eu des retours sur investissement. S'il y a un problème et que le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara est sincère et qu'il est de bonne foi, il y a une façon de régler. On ne vient pas de façon unilatérale pénaliser des milliers de personnes qui, à un moment donné, ont eu foi à un système qui est imparfait et qui peut être imparfait. On ne vient pas de façon unilatérale prendre ce genre de décision et de deux, geler les comptes de ces compagnies, de trois, les poursuivre, les mettre en prison, et puis de quatre, maintenant, de façon précipitée, annoncer qu'on va rembourser, alors qu'on n'a pas encore mis sur pied une liste exhaustive de souscripteurs. Donc tout cela montre que l'État de Côte d'Ivoire n'était pas animé de bonnes intentions. Par exemple, ce qui aurait été mieux, c'est que le gouvernement aurait pu choisir des liquidateurs. C'est ce qu'on fait dans ce genre de système. L'État aurait pu choisir un liquidateur ou des liquidateurs qui allaient faire un inventaire, on dit des assets, des avoirs de ces compagnies, au-delà de l'argent, au-delà des sommes disponibles, des fonds disponibles dans les banques, un inventaire de leur bureau, un inventaire des champs qui existent, un inventaire des voitures, un inventaire de toutes ces choses-là mises ensemble, qui allait donner une idée estimative du potentiel de ces compagnies. Vous croyez aux audits en Afrique? Non, je veux dire que... Est-ce que vous croyez aux audits en Afrique? Bien sûr, l'Afrique, tout n'est pas foutu en Afrique. Même en Côte d'Ivoire, il y a eu des bons liquidateurs qui ont fait du bon boulot. Je ne peux pas s'en donner de nom, il y en a, ça existe. Il y a eu des hommes de noblesse dans tous nos pays en Afrique. Donc si cela avait été fait, et que maintenant on avait une idée assez précise de la liste des souscripteurs, c'est à partir de ce moment maintenant que le liquidateur ou les liquidateurs allaient essayer de régler le problème. Mais on ne fait pas cela. Mais cela n'a pas été fait. On s'en va fermer les comptes. On annonce que l'argent qui est disponible n'est pas ce que les compagnies ont annoncé. Et récemment, il y a 2 jours, je vois la une d'un journal, l'État de Côte d'Ivoire vient de découvrir encore 2 milliards qui appartiennent à des compagnies de l'agrobusiness. C'est de l'amateurisme, c'est de la précipitation, de la confusion et c'est de la mauvaise foi. Est-ce que ce n'est pas un abus de l'Ivoirien? Non, c'est un abus de pouvoir, un abus d'autorité de la part du régime de Côte d'Ivoire. L'Ivoirien est pris ici en sandwich. Par qui? L'Ivoirien est pris en sandwich par qui? Ceux qui sont en train de faire les affaires avec le secteur agrobusiness, je dis, jusqu'à octobre, plus particulièrement avec mon Nevia, ne se plaignez pas. Maintenant, s'il y a un problème, ce qu'on reproche aux compagnies agrobusiness, et je peux comprendre, je suis d'accord. On dit par exemple que elles n'ont pas le statut de structure financière, par exemple pour mobiliser l'épargne. Soit, on est d'accord, on peut comprendre cela. Mais si elles n'ont pas donc cet agrément-là et qu'elles sont en train de faire mobiliser, qu'est-ce qu'on fait? On crée le cadre pour pouvoir les accompagner parce qu'elles ont réussi à faire ce que les banques n'arrivent pas à faire. À créer une confiance et à mobiliser l'épargne nationale populaire autour dans un secteur bien déterminé. Aujourd'hui, qui souffre? Qui souffre aujourd'hui? On a mis les responsables des compagnies en prison, mais ce sont des milliers d'Ivoiriens qui sont descendus aujourd'hui en Côte d'Ivoire dans les rues, en train de manifester président voleur à la fin de Ils sont les grands perdants dans cette histoire. Bien sûr, et je dis que ce n'est pas à cause, ce n'est pas parce que les compagnies agrobusiness auraient grugé les Ivoiriens, mais à cause de la mauvaise gestion de la crise dans le secteur agrobusiness par le régime de Côte d'Ivoire. Donc voilà la situation, et donc pour moi, cela ne fait que renforcer ce que les gens pensent quand on dit par exemple que M. Alassane Ouattara a des difficultés de trésorerie et qu'il aurait fait même basse
sur l'argent des compagnies agrobusiness pour pouvoir payer les mutins qui depuis le 6 janvier 2017 sont en train de faire des mutineries de façon intempestive, de façon successive, de façon répétitive. Donc, et M. Ouattara ne peut pas démontrer qu'il n'a pas pris l'argent des compagnies pour pouvoir aller payer ses mutins. Donc voilà, c'est pour cela qu'il est dans une situation véritablement inconfortable. Et donc voilà un peu ce qu'il faut savoir sur ce secteur. Un État a pour responsabilité de protéger les citoyens. Un État n'a pas pour... Il a fait appel à l'épargne politique, à l'épargne publique. Voilà. C'est le fait qu'ils aient fait appel à l'épargne publique et que les Ivoiriens, massivement, en des dizaines de milliers, allaient remettre les agents à des structures qui ne sont pas habilitées officiellement en Côte d'Ivoire à traiter ce type d'activité. C'est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que l'État de Côte d'Ivoire est inquiet. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens ne vont plus déposer leurs argent dans les banques ivoiriennes. Et ces Ivoiriens-là vont aller déposer leurs argent dans les structures qui ne sont pas habilitées de façon officielle à garder leur argent. La première question que j'ai posée à Draman Ouattara ici. Donc aujourd'hui, vous êtes soucieux du bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous voulez que les Ivoiriens gardent l'argent dans les banques ivoiriennes. Mais alors, pourquoi avez-vous vendu les banques de Côte d'Ivoire alors? Citez-moi une seule banque de Côte d'Ivoire qui existe au nom des Ivoiriens. Une seule banque ivoirienne qui existe au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Pardonnez. Je vous pose une question, répondez à cette question-là. Tous les Ivoiriens sont là aujourd'hui et je prends tout le monde à témoin. Ouattara dit qu'il n'est pas d'accord que tous les souscripteurs d'agro-business là pas déposer leur argent dans les endroits qui ne sont pas spécifiés, qui ne sont pas officialisés en tout cas à recevoir leur argent. Parce qu'en réalité, les seules habilités à garder leur argent, c'est les banques. Les banques ivoiriennes. Mais Draman Ouattara oublie que ces banques ivoiriennes qui allaient garder l'argent des Ivoiriens là, il a tout vendu. Ces banques ivoiriennes qui allaient garder l'argent des Ivoiriens, il a tout privatisé. On est dans quoi? Donc, voilà aujourd'hui, M. Yapi, un Ivoirien, on met les bâtons dans les roues de Yapi, voilà, faut pas Yapi va avancer. Pourquoi? À cause des banques françaises. Parce qu'en réalité, toutes les banques qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, toutes les banques en Côte d'Ivoire aujourd'hui sont des banques qui appartiennent à la France. Que ce soit la CIP, la BAO, la BCC, en tout cas toutes les banques aujourd'hui existantes en Côte d'Ivoire sont des banques qui appartiennent à la France. Alors, M. Draman Ouattara, vous foutez les qui? Ou bien c'est le jeu de mots pour mélanger un peu le peu de Côte d'Ivoire? Non, non, non. Ce jeu de mots, ça ne passe pas avec la révolution orange. Moi, j'aimerais poser la question ici au peu de Côte d'Ivoire. Vous avez une banque qui vous appartient en Côte d'Ivoire? Alors, la chose, elle est simple. Je vous explique une chose. Monsieur Yapi, là, mais vous devez le conserver. Vous devez le conserver comme aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que de la manière dont on prie Jésus, là. Je ne vous demande pas de le prier. Hein. Non, non, non. Mais ce monsieur-là, il est l'espoir de tout ce peuple-là. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Hein. Monsieur Yapi est l'espoir de tout ce peuple-là. Je vais vous le démontrer maintenant. Le frère de Yapi, là, a voulu créer une microfinance. Le gouvernement a donné son approbation, son OK. Pourquoi on puisse créer une microfinance? Cette microfinance qui allait servir de banque, mais privée, qui allait garder l'argent des Ivoiriens. Donc, dorénavant, au lieu que l'Ivoirien prenne son argent, parce que je vais vous expliquer une chose. Moi, Johnny Pache, quand je suis fonctionnaire, je vais aller prendre un prêt, par exemple, à ma banque. Et je vais à la banque, non seulement le prêt, on va me demander des dossiers énormes. Des dossiers énormes. C'est-à-dire que les dossiers, là, quand tu viens avec, là, ça peut remplir ta voiture. Ça, c'est pour les prêts. Hein. Et puis, pour combien? Vous-même, vous êtes fonctionnaire en Côte d'Ivoire, instituteur, gendarme, policier. On vous donne combien? Il ne peut même pas vous donner plus de 2 millions. Avec 2 millions, là, tu vas faire quoi? Même 3 millions, là, ça peut faire quoi en Côte d'Ivoire? Ça peut construire quoi en Côte d'Ivoire? Mais voici des banques hein, qui sont logiquement là pour vous aider dans votre développement, pour vous aider dans votre émancipation. Mais ces banques-là sont dans les capacités de vous donner des prêts. Vous comprenez? Et moi, je me pose une question. Quand même, ils vous donnent par exemple 2 millions de francs là. On vous dit que les 2 millions là, vous allez rembourser à 2 500 000. Regardez le taux d'intérêt. C'est-à-dire que on vous donne 2 millions, vous allez rembourser à 2 500 000. Maintenant, chose grave, c'est que quand vous donnez votre argent d'un compte d'épargne, c'est-à-dire que ce n'est pas un crédit. Vous partez par exemple, vous dites que je vais ouvrir un compte d'épargne. Et vous déposez votre argent dans la banque. La banque travaille cet argent-là. Et au cours d'un an, vous avez un taux d'intérêt de 3%. Alors que chez Yapi Didier, là, et chez Yapi, là,
En 6 mois, vous avez un taux d'intérêt de 300%. Vous voyez un peu la différence. C'est-à-dire que vous déposez votre argent dans une banque française, vous avez un taux d'intérêt en un an de 3%, mais un Yapi, là, en 6 mois, vous avez un taux d'intérêt de 300%. Mais, chers amis, il faut qu'on soit sérieux. Donc, aujourd'hui, Draman Ouattara, là, il est inquiet. Il est inquiet. Pourquoi? Parce que Yapi, lui, il est dans le domaine de l'agrobusiness, mais son petit frère a décidé de créer une banque. Et cette banque-là allait s'investir aussi dans l'immobilier. C'est-à-dire quoi? Tous les souscripteurs qui allaient avoir leur compte là-bas, là, ils allaient leur donner des maisons. Voilà, ils allaient leur donner des maisons. Et ça allait être facile à payer parce que, avec 300 000 francs, vous pouvez vous retrouver à 1 million en moins de 6 mois. Ça, c'est Yapi qui fait ça. Donc, on va vous donner des maisons. Donc, voilà les Ivoiriens qui allaient voir leurs conditions de vie changer. Voilà les Ivoiriens qui allaient voir leurs conditions de vie changer. Et vraiment, Ouattara, il ne fait pas ça. Il est inquiet. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens ne veulent pas garder l'argent dans les banques françaises. Je suis Innocent Yelbin, le président de DESIDÉ, l'initiative ivoirienne pour la démocratie et le développement. Association de la société civile à caractère donc politique, association donc de pression. Et il est important pour nous, en ce jour, de faire des précisions importantes. Voyez-vous, le problème de l'agrobusiness sous le modèle financement participatif est un problème crucial, central, est un problème historique. Il est important que le monde entier, les Ivoiriens de partout dans le monde, puissent comprendre l'enjeu majeur qui se joue. Mais que nos frères, n'est-ce pas, de la zone franc, tous nos frères, donc, puissent comprendre que ce qui se joue en Côte d'Ivoire est historique et essentiel. Cela fait des décennies durant que des pouvoirs successifs donc, sont en Côte d'Ivoire. Mais qu'en réalité, n'est-ce pas, la qualité de vie des Ivoiriens n'a pas fondamentalement changé. On ne se pose donc pas la question de savoir qu'est-ce qui fait que justement la qualité de vie des Ivoiriens ne change pas. En vérité, les systèmes se succèdent et c'est généralement ceux qui tiennent le pouvoir politique, qui tiennent aussi le pouvoir économique et qui bénéficient des richesses donc, de la nation. Nous avons un système économique qui est boucté sur un système donc des banques qui sont commerciales, mais en réalité des banques de dépôt. Notre économie n'est pas véritablement financée. Quand on doit lever des fonds pour l'agriculture, comme le PENIA, quand on doit lever des fonds à tous les niveaux, notamment même pour les infrastructures, c'est dans des rapports donc, au niveau donc, bilatéral et au niveau donc, multilatéral. On lève des fonds sur les marchés donc, étrangers. Mais tous ces fonds que nous levons nous endettent, continuent d'endetter la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau de dette déjà énorme et quasiment inacceptable pour des générations et des générations d'Ivoiriens. Voilà. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est la réorientation donc, du système financier en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui se joue. Est-ce qu'on a une alternative aux banques commerciales? A-t-on une alternative aux banques de dépôt en Côte d'Ivoire? Non. Ces banques-là refusent de faire des mutations. Toutes ces banques donc, de l'UMOA refusent de faire leur mutation. Et cela ne peut être encouragé parce qu'on sait qu'en réalité, tout pays qui aspire au développement a forcément une alternative pour financer son économie. Et c'est les banques d'investissement, c'est les banques d'affaires. Ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nos gouvernants font pour cela? Qu'est-ce que nos gouvernants de la zone UMOA font pour cela? Mais quand des jeunes gens créent à travers l'agrobusiness le financement participatif, n'est-il pas intéressant de regarder cela de très près? Je voudrais rappeler que dans le monde, le financement participatif devient une véritable alternative de financement de l'économie au niveau international. Une prévision de plus de 95 milliards sur 2025 a été établie par les institutions internationales. Mais pourquoi ne serait-il pas intéressant en Côte d'Ivoire de regarder cela de très près comme une véritable alternative de financement de nos richesses, de la création de richesses dans notre pays? Je voudrais rappeler que les Ivoiriens n'ont pas l'habitude d'entreprendre. Les Ivoiriens font ce qu'on appelle de l'épargne improductive. Ils vont déposer leur argent dans les banques commerciales et les banques de dépôt. Ils font ce qu'on appelle les dépôts à terme. Ces dépôts à terme qui permettent à ces banques d'aller sur les placements, sur des marchés donc, boursiers, qui se font des bénéfices qui en réalité ne profitent pas à l'Ivoirien. Quand
Quand tu fais un dépôt à terme, c'est 3,5%, c'est 6% que tu as. Mais depuis que ces jeunes gens ont créé le crowdfunding, les Ivoiriens acceptent de prendre cette épargne improductive pour aller la mettre au service donc, de la création de richesses, de la création de plantations. Et je voudrais même dire que ces jeunes gens qui ont créé cela étaient prêts aujourd'hui à aller au-delà de l'agrobusiness pour prendre ce financement participatif et le mettre au service de la création d'industries. Ça avait déjà commencé à Yamoussoukro, à travers la création de l'industrie, donc de transformation de tomates. Voilà l'enjeu qui se joue. Il s'agit pour nous d'être capables d'autofinancer notre économie et donc de ne plus endetter nos États, de sortir de cette infernale d'endettement. L'enjeu est majeur, l'enjeu est historique, ce qui se joue en Côte d'Ivoire présentement. C'est pourquoi nous disons à nos dirigeants de gagner sagesse. Parce qu'en la vérité, il ne s'agit pas aujourd'hui de dire émergence de façon nominale. Il s'agit de dire émergence avec profondeur économique et savoir économique. Voilà. Quel est l'élément de financement de notre économie sans nous appauvrir? Quel est l'élément de financement de notre économie sans cumuler les dettes sur les générations? Quel est l'élément de financement de notre économie qui permet de créer des richesses nationales avec l'argent des nationaux? C'est le financement participatif. Et si les Ivoiriens ont adhéré à cela, on gagnerait à les y encourager. Parce que cette thésaurisation qu'on fait à travers les dépôts à terme dans les banques doit prendre fin. Et les banques gagneraient à justement se mettre ensemble avec ces plateformes de financement participatif pour que justement notre économie nationale puisse prospérer. Je pense que c'est de l'intérêt de tous et de l'intérêt surtout de tous ceux, frères et amis frères, pays frères en Côte d'Ivoire, qui ont des intérêts dans ce pays. La Côte d'Ivoire, là, elle est, en tout cas, nous sommes le premier producteur au monde de cacao. Vous êtes d'accord avec moi, non? Voilà. Draman Ouattara, il n'y a pas eu longtemps, Draman Ouattara nous a fait savoir que la Côte d'Ivoire avait sa première usine de transformation sur place de leur cacao. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, désormais, on fait du chocolat. Mais Draman Ouattara, il ne faut pas te foutre des Ivoiriens. Il ne faut pas te foutre des Ivoiriens. Parce que l'usine de chocolat qui est implantée en Côte d'Ivoire, elle appartient à qui? Elle appartient à la France. Laissez-moi développer, il y a fini là. Laissez-moi développer, chers amis. L'usine que tu allais inaugurer avec, comment on appelle ça, Cablan Duncan, cette usine-là, elle a été financée à 100% par la France. Cette usine-là, c'est les Français qui sont les chefs de cette usine-là. Et puis ils embauchent quelques Ivoiriens. Voilà. Donc, en fait, on veut blaguer les Ivoiriens parce que, comme Gbagbo Loré est venu vous faire savoir que il faut transformer désormais notre chocolat sur place en Côte d'Ivoire, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comprendre aux Ivoiriens que non, votre chocolat là, ça ne va plus en France. Désormais là, c'est chez vous ici là qu'on transforme ça en chocolat. Mais en réalité, c'est que l'usine de transformation de chocolat qui était implantée en France là, elle s'est simplement délocalisée. Elle est venue en Côte d'Ivoire, s'installer en Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que ça a changé? Rien n'a changé. C'est la même usine là qui s'est implantée en Côte d'Ivoire. Mais le cas de Yapi, qui est un cas différent. Parce que M. Yapi là, il a posé la première pierre de transformation de tomates, usine de transformation de tomates en Côte d'Ivoire, qui n'a pas été financée par la France, qui a été financée par lui-même Yapi. Suivez mon regard, chers amis. Je vais vous présenter une vidéo très rapidement. Une vidéo. Et après, bien entendu, je poursuis mon allocution. Voilà. Et vous allez savoir de quoi il est question ici. C'est sur cet espace que sortira de terre dans 9 mois la première usine de transformation de tomates en Côte d'Ivoire. Elle sera bâtie à Koriakro, village du département d'Atiéguakro. Coût de l'investissement 15 milliards de francs CFA. Ce financement est le fruit de l'Expo Milan 2015, forum qui visait à présenter les atouts et opportunités que regorge la Côte d'Ivoire et à inciter les investisseurs du monde à faire le choix de la destination Côte d'Ivoire. Ce projet dénommé Self Agro s'inscrit également dans le cadre du programme national d'investissement agricole PENIA. La construction de cette usine de transformation de tomates rentre dans la politique de transformation locale de produits vivriers ivoiriens. Les partenaires publics et privés de ce projet ont, au cours de la cérémonie de la pose de la première pierre, affirmé leur engagement à faire réussir ce projet.
Yapi Christophe Olivier, le promoteur de la construction de cette usine, a pour sa part engagé les populations impactées par le projet à s'investir dans la production de la tomate, la matière première. La construction de cette usine suscite beaucoup d'espoir chez les populations d'Atiegouakro. Que d'autres investisseurs suivent l'exemple du groupe italien et de notre jeune promoteur, M. Yapi, qui a permis de voir ce projet se réaliser. Donc c'est un appel que d'autres entrepreneurs viennent investir dans notre région. Le projet Self Agro va créer plus de 1000 emplois directs et indirects pour une production annuelle de 77 000 tonnes de tomates. Voilà. Vous avez suivi ici, hein. Voilà là les problèmes. Tous les problèmes de Yapi, là, voilà. Pourquoi? Parce que avant, quand on plantait nos tomates, on envoyait ça en France. Et le petit français transformait ça en pâte de tomates et nous ramenait ça en Côte d'Ivoire. Mais M. Yapi dit non. Non seulement, il n'a pas besoin de votre argent, vous les Français, pour construire cette usine de transformation sur place de nos tomates, mais il a mis ça en application. Ils ont posé la première pierre. Et ça a été déjà décaissé, il a financé cela. Voilà. Donc aujourd'hui, ça n'arrange pas la France. Ça n'arrange vraiment pas la France. Voyez-vous qu'après ça, la BCAO fait sortir un communiqué. Et le communiqué, je vais le publier tout à l'heure. On va sortir un communiqué pour dire aux Ivoiriens, non, méfiez-vous, parce que les gens de l'agro-business... Les RSI sont recouvrables. Et s'il s'agit d'un système pyramidal, il aurait été plus judicieux d'arrêter les adhésions, de nous laisser travailler, et vous allez voir que tout de suite, les maisons qui font un système pyramidal vont également tomber puisque les derniers payent les premiers. Donc vous arrêtez les adhésions. Mais quand vous prenez des mesures qui nous empêchent, qui nous font même faire qu'on ne peut pas nourrir notre famille, parce que nous sortons aussi d'entreprises, nous sortons de grosses entreprises. Donc on ne va pas venir s'engager dans un... Bonjour chers amis, bonjour chers souscripteurs de MH, bonjour chers Ivoiriens. Je me permets de parler ce jour pour éclaircir un certain nombre de points et de détails. J'ai cru voir dans la presse, il y a quelques heures, un certain nombre de choses sur la situation de l'agro-business en Côte d'Ivoire. Je souhaite qu'on évite les amalgames, parce que MH est une entreprise à part. Et MH a sa particularité que d'autres n'ont pas forcément. Évitons donc de faire les amalgames. Quand on me dit que tous les revenus des entreprises d'agro-business tournent autour de 22 milliards. MH pèse plus de 10 fois ce chiffre. Encore une fois, je réitère ma volonté de payer mes souscripteurs jusqu'au dernier. Je souhaite tout simplement que ceux qui ont pris la décision de gérer nos comptes les libèrent et que nous puissions recommencer à travailler. Aujourd'hui, on fait énormément d'amalgames. MH est une escroquerie, MH est tant, MH est tant. MH fait partie du groupe Agronomis, qui est constitué d'au moins 16 entreprises. Et le total des assets de ces 16 entreprises représente plus de 250 milliards. Vous n'avez pas créé MH, vous ne pouvez pas savoir comment faire pour récupérer cet argent. Donc ne vous mettez pas dans une affaire que vous ne maîtrisez pas. Aujourd'hui, cette situation crée des drames en Côte d'Ivoire, crée des drames à l'étranger. Des pères de famille se meurent. Des pères de famille sont expulsés de leur maison. Des gens perdent leur dignité parce qu'ils ont pris des engagements qu'ils espéraient pouvoir tenir avec les contrats avec MH. MH est dans l'agriculture, MH est dans le négoce, MH est dans le BTP, MH est encore dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai peur de citer, j'ai peur de donner des pistes pour ne pas que, comme on dit à Abidjan, demain, nos amis de la police économique aillent tomber sur ces pistes-là. Aujourd'hui, ils sont en train de saisir tous les comptes qu'ils voient. C'est dommage, parce que ça ne règle aucun problème. Quand vous saisissez les comptes d'une entreprise qui fonctionne, cette entreprise, le personnel entre en chômage, cette entreprise ne peut pas payer ses factures, et cette entreprise ne peut pas faire ce qu'elle devait faire à MH pour que MH paye ses clients. Donc, écoutez, nous sommes dans un monde, j'espère, capitalistique, donc il faut créer de la richesse. Je pense qu'en réalité, on me reproche d'avoir permis aux petits sciureurs de chaussures de pouvoir espérer, de pouvoir gagner de l'argent. Autant qu'au ministre de la République,
de pouvoir espérer de pouvoir gagner de l'argent. Autant qu'aux soldats de pouvoir espérer de gagner de l'argent, autant qu'au général de pouvoir espérer de gagner de l'argent. Tous ces corps de métier ont profité des MH. Que ce soit les petits soldats, les petits policiers, le petit sureur de chaussures, les ministres de la République, des directeurs de société, des membres même du GTA. Au niveau du groupe de travail sur l'agrobusiness, je pense que si on calcule bien, il y a peut-être 2 ou 3 qui sont pas clients. Mais vous êtes client des MH, et vous le savez, vous aurez dû avoir le courage de dire dès le départ, il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher. Le monsieur respecte ses engagements, aidons-le à avancer. Vous dites que vous m'avez convoqué, je ne suis pas venu. Mais je m'apprêtais à venir. J'avais demandé un report de ma convocation pour le groupe de travail pour venir expliquer c'est quoi MH. Le report avait été accepté. Donc je me préparais de façon naïve à venir. Et j'ai eu la confirmation que le commissaire divisionnaire Diomandé de la police économique était en train de rire parce qu'il s'est préparé à me faire arrêter. Bon, le commissaire peut contester. S'il conteste, je mets les enregistrements sur Facebook. C'est sa voix qui parlait de ça. Et à plusieurs reprises. Je ne sais pas quel est le problème, le commissaire Diomandé. Je le pensais être un ami. Toutes les fois qu'il venait me solliciter pour des problèmes qu'il avait. Toutes les fois qu'il venait me solliciter pour des situations gênantes pour lesquelles on ne peut que solliciter un ami. Mais je ne sais pas quel est ce thème qu'il a contre moi. La dernière fois qu'il m'a demandé de l'argent, c'était pour pouvoir mettre sur son compte pour que son fils puisse avoir le visa pour aller aux États-Unis. Et j'ai refusé parce que je sentais un guille sur roche. Parce que vous remettez de l'argent à quelqu'un qui peut vous mettre dans un trou pour ne pas récupérer cet argent, c'est dommage. Donc, je ne suis pas... ce n'est pas dans mes habitudes de dire des choses comme ça. Mais c'est parce que j'en ai marre. J'en ai marre, sinon des gens dans ce pays à qui j'ai rendu des services, il y en a des tonnes. Mais je ne vais jamais citer de nom. Si j'ai eu à citer le nom du commissaire Diomandé, c'est parce que là j'en ai marre. Parce qu'il exagère. Et ce qu'il raconte, ce qu'il dit, c'est dommage que quelqu'un qui soit digne, qui soit un père de famille, s'abaisse à faire ce genre de choses. Le commissaire Diomandé envoie ces éléments chez moi à la maison pendant que ma compagne est absente. Entre dans ma chambre avec ces éléments. Des bijoux disparaissent, des montres de valeur disparaissent. Chacun de ces éléments prend un carton de vin pour partir. C'est quoi? C'est des échantillons? Vous avez demandé la permission à quelqu'un? Terrorise, il y a des enfants à la maison, c'est dommage, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, vous entrez dans toutes nos sociétés, toutes nos filiales, toutes les entreprises dans lesquelles nous avons des intérêts, vous fermez les comptes. Vous voulez qu'on crée de la richesse comment? Quand demain on va parler de payer, vous voulez qu'on crée de la richesse comment? Vous vous rendez compte du temps que vous faites perdre aux gens? Vous êtes sans cœur. Il faut que vous arrêtez. Le président de la République n'a pas ce genre d'informations. Parce que là, vous abusez. Je fais peur à qui? Voilà que je fais peur à des gens pour 2020, les gens m'aiment trop, je suis trop populaire, la politique en elle-même ne m'a jamais intéressé. Vous voulez que je m'y intéresse? Ça, c'est pas mon job. C'est Dieu qui décide. Si Dieu me demande de m'intéresser à la politique, que ce soit en 2020 ou je vais le faire. Mais, à mon âme et conscience, c'est pas mon job. Je ne suis pas politicien, j'ai toujours dit que moi, mon job, c'est de créer de la richesse. Et j'ai réussi à le faire. Quand on me dit que nos ressources ne peuvent pas payer, j'ai fait comment pour payer 40 milliards 40 milliards à des milliers d'Ivoiriens dans un seul mois. Je ne vais pas vous citer le nombre des autres mois. Parce qu'aujourd'hui, franchement, je vous dis la vérité, j'ai peur de donner des informations. Parce que là, que vous m'accusiez d'autres choses encore, là, on parle déjà de blanchiment. Écoutez, suivez mon regard. Quand on fait toutes ces enquêtes, on sait que ces enquêtes sont menées contre une seule personne. Mais mon problème aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi c'est mené contre moi. Parce que les gens ont profité du système. Les gens ont profité du système. Donc, pensez un peu aux personnes désespérées qui ont besoin de payer leurs factures d'électricité, qui ont besoin de se soigner, qui ont besoin de mettre les enfants à l'école. Pensez à ces personnes, dégérez les comptes, dégérez les vrais chiffres. Venez pas dire que toutes les entreprises d'agrobusiness sont venues milliards. De quoi vous parlez? Ça n'a pas de sens. Donc arrêtez ce massacre. Arrêtez ce massacre. Et ce qui me sort de mes boules, c'est l'arrestation arbitraire, je dirais le kidnapping de mon petit frère, Marcel Yapi, brillant fiscaliste. Il a fait quoi? Marcel Yapi ne travaille pas à MH, il ne travaille pas à Agronix. On lui reproche
d'être administrateur d'une société dans laquelle peut-être MH ou Agronomix a investi et d'avoir fait des retraits importants de cette société vers son compte personnel. Mais ce n'est pas votre argent. Agronomix, M. Yapi, est-il allé se plaindre pour dire que M. Yapi Marcel est en train de retirer de l'argent pour mettre sur son compte personnel? Ce n'est pas votre problème, ne créez pas le problème où il ne doit pas être. Vous avez ouvert la boîte de Pandore. Êtes-vous capable de la refermer? La Côte d'Ivoire a de nombreux fronts sociaux aujourd'hui. Pourquoi vous voulez créer un autre front social? Pourquoi, messieurs? C'est de l'ignorance ou c'est de la méchanceté? Je suis désolé, mais si vous le faites pour que je me taise, si vous le faites pour que je n'entre pas en politique, vous n'avez pas besoin de le faire. Moi, je fais déjà la politique. Je suis déjà le président de mes souscripteurs. Ils m'appellent tous président, pas peut-être parce que le président va être PDG. Mais beaucoup de mes souscripteurs m'ont dit que pour eux, je représente un espoir pour la Côte d'Ivoire. Je ne l'ai jamais pris au sérieux. Ils me le répètent, je leur dis, chut, n'en parle plus. Parce que si tu en parles, ils vont nous casser. Ben, je pense que les mieux ayant des oreilles, des gens ont dû entendre que ce monsieur a énormément de sympathie autour de lui et que ça peut être dangereux pour certaines personnes. Donc, je souhaite qu'on joue pas la terre. Je souhaite qu'on se calme, qu'on arrête la poursuite, la chasse aux sorciers, ces histoires de mandat d'arrêt contre des gens qui créent de la richesse pour le pays, qui font avancer les choses, qui font vraiment avancer les choses. On n'a pas de plantations, on n'a pas tant, on n'a pas tant. Écoutez, le problème il est où? Vous tous qui avez monté cette cabale, d'abord, vous-même vous êtes souscripteur, vos proches sont souscripteurs. Il n'y a pas une personne parmi vous concernée par cette affaire de MH qui n'a pas un proche ou une proche qui n'a pas bénéficié de ce que MH a fait. À plusieurs reprises, je suis allé vous rendre visite de façon personnelle à certaines autorités de ce pays. Vous vous reconnaissez? Je leur ai dit, on peut tout me reprocher. Mais on ne peut pas me reprocher de vouloir faire de la magouille. Parce que quelqu'un qui veut faire de la magouille, il ne paye pas en un mois 40 milliards. En un mois, je prends 40 milliards et puis je me casse. Donc, arrêtez de continuer d'énerver les gens parce que vous êtes en train d'avoir une patate trop chaude dans vos mains. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Dégelez les comptes. Libérez Marcel Yapi. On va s'asseoir pour discuter. Chers amis, chers parents, chers frères et sœurs, membres de la grande famille MH, gardez espoir. Je suis sûr que la situation va se résoudre. Je suis sûr que la situation va se résoudre. Qu'on ne prenne pas le président Houphouët-Boigny pour bête. Parce que le président Houphouët-Boigny a toujours dit la richesse de ce pays repose sur l'agriculture. Le président Houphouët-Boigny a toujours dit la richesse de ce pays repose sur l'agriculture. Si on demande que c'est faux, c'est qu'on veut dire que le président est bête. Aujourd'hui, je suis très mal à l'aise pour vous donner des informations, vous les gens du groupe de travail, parce que, écoutez, le groupe de travail était composé de qui? De banquiers, et de personnalités de la CENTIF, et de personnes de la police économique. D'abord, les banquiers sont complètement disqualifiés. Les banquiers, à plusieurs reprises, ont affirmé que notre système les dérange. Aujourd'hui, je m'excuse de le dire, mais une banque comme NCA a arrêté de faire des prêts depuis quelques temps, depuis quelques mois. Apparemment, si on continuait, NCA allait en cessation de paiement. Et vous nous appelez et puis on s'assoit, on discute. Il y a des mois où on a fait passer 60 milliards sur vos comptes. On s'assoit, on discute. On pensait avoir des amis à NCA. Mais ça a été un couteau dans le dos, ça a été un poignard. Chers amis, il y a des choses qui ne se font pas. Quand vous annoncez que les Ivoiriens aiment trop l'argent facile, il faut que vous arrêtez d'arriver dans ce genre de choses. Tu l'as dit sur ton Facebook, tu as vu les réponses qui te sont parvenues. Ok? Donc, tu as des enfants qui sont très jeunes, toi-même tu es très jeune, tu as un avenir brillant. Il ne faut pas dire des choses que tu ne maîtrises pas. Arrêtez de vous amuser avec cette affaire de MH. Parce que les personnes derrière MH, c'est des gens qui ont un cœur. C'est des gens qui sont prêts à aller très loin pour leur argent. Donc arrêtez de faire ce que vous ne devez pas faire. Dégeler les comptes, libérer Marcel, donnez-nous notre possibilité de nous mouvoir. Donnez-nous notre
possibilité de nous voir. Arrêtez de mettre ces saisies sur les comptes de nos entreprises. On va commencer à travailler. On va reprendre les paiements. Et puis on sera sorti de cette crise. À plusieurs reprises, j'ai approché certaines personnalités en Côte d'Ivoire. Je leur ai dit, l'agro-business est un très bon business. Mais nous partons vers une prolifération de petites sociétés. Il faut qu'on fasse un peu de régulation. À chacune de ces personnes que j'ai approchées pour leur en parler en ce temps, m'ont dit, c'est pas mon travail, il faut aller voir telle personne. C'était une fuite en avant, vous le connaissez, vous à qui j'en ai parlé. Donc, pour ceux qui me connaissent, je parle très peu. Mais aujourd'hui, là, ils m'ont un peu provoqué. Donc, je m'excuse si j'ai un peu dévié, si j'ai peut-être un peu fort. Mais je pense qu'en conclusion, on doit retenir 3 éléments. La libération sans condition de Marcel Yapi, qui n'a rien à voir avec ce que vous reprochez à son frère. Le dégel des comptes, la liberté de travailler, et les choses vont se normaliser. Là, vous avez ouvert la boîte de Pandore, c'est trop compliqué. Et vous le savez, c'est aussi compliqué pour vous que pour tout le monde. Vous n'auriez pas dû arriver à ça. Je vous remercie et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Merci.